Bonjour et merci d'être présent à cette conférence sur les enjeux de la maison connectée pour la Silver Economy. Je suis en présence de M. Gwenaël Leroutier, qui est chef de produit au sein de l'entreprise Aguerre, notamment spécialisée dans l'installation de la domotique pour les maisons et les bâtiments. Et aujourd'hui, il va donc traiter de ce sujet sous un angle sociétal, aussi technique. Et nous passerons ensuite, après cette conférence, à des questions potentielles que vous voudriez poser. Donc, Monsieur Gwenaël Leroutier, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi conférencier pour des problématiques techniques, donc liées au bâtiment, et aussi vous êtes responsable des interviews dans la presse spécialisée. À peu près. Bonjour à tous, je voulais d'abord remercier l'UT Robert Schuman de me recevoir pour échanger sur un sujet qui est important. Comme l'a évoqué votre camarade, c'est un sujet sociétal fort, dans le sens où vous serez tous un jour ou l'autre confrontés à un besoin d'autonomie parmi les personnes de votre famille. Donc moi je m'appelle Gwenaël, je suis chef de produit pour l'entreprise Aguerre. D'abord l'entreprise Aguerre, c'est une entreprise franco-allemande qui a été créée en 1955, qui pour moi en tout cas est basée à Obernai et donc qui a 11 500 salariés, qui est présente dans le monde entier, qui est spécialisée dans principalement la distribution d'énergie électrique dans le résidentiel et le tertiaire, et qui fait aussi depuis une quinzaine d'années des systèmes domotiques. Les systèmes domotiques, on le verra plus tard dans cette intervention, permettent du confort, permettent à des personnes handicapées de rester dans leur domicile. Et donc c'est des solutions techniques qui vont permettre d'apporter une réponse à un enjeu sociétal. Pour commencer, je voudrais vous proposer quelques statistiques. Alors, c'est des statistiques de prospective sur différents sujets. Sur le premier slide, on voit donc la population des personnes de 60 ans dans le monde entier et donc l'évolution de cette population. Alors, dans les années 80, on avait 420 millions de personnes qui avaient plus de 60 ans. Aujourd'hui, dans les années 2013-14, on a 840 millions, donc on a doublé le nombre de personnes. Et en 2050, il y aura plus de 2 milliards de personnes qui auront 60 ans et plus. Vous imaginez que ces 2 milliards de personnes, on aura du mal à les mettre toutes dans des hôpitaux ou dans des maisons de retraite. Il faudra trouver des solutions. Alors parmi ces 2 milliards de personnes, 80% d'entre elles vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on appelle les BRICS. Donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Donc c'est des populations qui vont arriver sur ces pays-là avant que ces pays arrivent à une maturité économique. Donc il va y avoir également un enjeu dans l'ère familiale, par exemple, pour pouvoir les maintenir dans les meilleures conditions de vie possibles. Alors, autre point qui est intéressant, d'ici à 2050, ces 2 milliards de personnes, elles vont engendrer 4 fois plus de besoins d'hospitalisation. Donc les besoins en termes de nuitées à l'hôpital ou en termes d'hébergement dans des services adaptés type EHPAD. Donc les EHPAD, c'est des structures spécialisées pour accompagner les personnes qui sont, on va dire, à mobilité réduite ou qui ont des handicaps particuliers. Il va y avoir un gros besoin pour trouver des solutions adaptées pour ces personnes. Donc 2 milliards de personnes à héberger, souvent dans des pays qui ne seront pas encore au summum de leur activité économique, qui vont donc un besoin. Alors à côté de ça, on a un autre sujet, c'est les objets connectés et donc l'environnement numérique. Aujourd'hui, on a 11 milliards d'objets connectés qui sont en service dans le monde entier. Alors vous les connaissez, il va y avoir vos smartphones, objets connectés, vos ordinateurs également, mais tout un tas de capteurs. On commence à voir des capteurs liés à la santé, vous connaissez les bracelets connectés, vous connaissez les montres connectées. Tout objet aura vocation demain à être connecté et c'est pourquoi d'ici à 2020, donc 2020 c'est vraiment demain, c'est dans 5 ans, il y aura 40 milliards d'objets connectés. Donc on va multiplier par un peu moins de 4 le nombre d'objets qui seront présents dans notamment les logements. Donc quand on prend 40 milliards d'objets connectés et qu'on met ça sur le nombre de logements qui existent, ou de bâtiments qui existent, ça fait une moyenne de 100 objets par bâtiment dans le monde entier. Donc vous voyez l'unité, vous voyez votre appartement par exemple, et d'ici à 2020, votre appartement aura 100 objets connectés à l'intérieur. Ça va être votre smartphone, votre téléphone, ça va être votre compteur électrique,
ça va être votre chauffage, ça va être tout un tas de choses. Et donc le corollaire de ce point-là, c'est que les objets connectés vont s'inscrire de plus en plus durablement dans le logement. Et donc si aujourd'hui on est à 1 million entre guillemets de maisons connectées, donc de maisons intelligentes en Europe, pour 2020 on passera à 18 millions, donc on va multiplier par 18 le nombre de maisons connectées en seulement 5 ans. Je reviendrai plus tard sur ce qu'est une maison intelligente. Tout d'abord, je vous propose de parler un petit peu donc, des enjeux qui sont consécutifs à cet état de fait. Donc on a 2 milliards de personnes qui vont avoir des besoins. Ces besoins, ça va être des besoins liés à leur santé, mais pas que. Parce qu'on va avoir une période de maintien en bonne santé qui va s'allonger. Et il va falloir trouver des occupations pour ces personnes, il va falloir améliorer leur qualité de vie. Et donc il y a tout un marché qui va se créer autour de ça. Et ce marché, on l'a baptisé la Silver Economy. La Silver Economy, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis 2 à 3 ans. La Silver Economy, la définition officielle du gouvernement, c'est l'ensemble des activités économiques et industrielles qui bénéficient aux âgés, les âgés étant donc les personnes âgées. C'est une opportunité industrielle et économique pour la France qui participe à la création d'entreprises et d'emplois. Il y a énormément d'entreprises qui vont se créer sur ce sujet, énormément d'emplois qui vont en découler. Alors, la Silver Economy, elle regroupe des biens, des produits, mais aussi des services, dans un champ très très large d'activités. Donc là, j'en ai répertorié juste une partie, donc l'habitat, l'équipement des logements, comme je vous ai présenté un petit peu avant, tout ce qui a trait à la santé, ce qui va avoir trait à la sécurité, donc comment être sûr que la personne va vivre dans un environnement tout à fait sécuritaire, ce qui a trait aux services, les services on les voit déjà se développer, donc c'est l'aide à la personne, ça va être des infirmières, ça va être des médecins, la poste qui va arriver, qui va proposer des services pour les personnes qui sont en milieu rural, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se développent sur le service à la personne, des choses qui vont avoir trait à la communication. Donc la communication, que ce soit à travers des dispositifs de communication, on va avoir par exemple une tablette qui va être spécialement adaptée pour que vos grands-parents puissent communiquer avec vous pendant que vous serez en train de faire des stages à l'étranger. Donc les transports également, donc il y a beaucoup d'enjeux en ce moment sur l'immobilité. Donc l'immobilité, l'Alsace elle est très très avancée là-dessus. Et il va y avoir des véhicules par exemple qui pourraient être adaptés pour les personnes âgées. On peut se dire, la voiture de la grand-mère qui a 70 ans et n'est pas la même que la voiture du jeune qui va commencer à démarrer dans la vie. Et cette voiture, elle va devoir avoir des spécificités qui vont permettre d'accompagner le quotidien des personnes. Toute une gamme de loisirs adaptés à ces personnes, les croisières sur le Rhin et les croisières sur la Méditerranée. Donc plein de choses qui vont, vous imaginez que ces personnes-là qui seront donc 2 milliards en 2050 et qui vont avoir donc une période de vie en bonne santé qui va s'allonger, il faudra quand même les occuper. Donc un marché également pour ce point-là. Et bien évidemment des offres de tourisme qui vont s'adapter. Alors, l'objectif de la Silver Economy, ça va être de définir, d'organiser les axes de développement de l'industrie française au regard du vieillissement de la population. Donc là, c'est la lettre qui a été signée par Montebourg qui fixe un cap sur comment est-ce que tous les acteurs industriels et de services français doivent s'orienter vers un cap commun, qui est donc le développement de l'industrie française au travers du vieillissement de la population. L'adaptation du logement, donc ça a été identifié comme étant un enjeu stratégique majeur pour le sujet de la Silver Economy. Donc depuis 2013, tout un ensemble d'industries françaises sont mobilisées pour accompagner donc, cette évolution sociétale. Alors là, je vais faire un focus juste avec des statistiques sur la France. Donc statistiques INSEE. En 2030, en France, on aura 20 millions de personnes de 60 ans et plus, pour une population de 67 millions de personnes. Fait quand même une partie une partie significative de la population qui va être à plus de 60 ans. Mais en 2030, les personnes de plus de 60 ans, il y aura une partie qui travaillera encore pour un moment. En 2035, en revanche, on aura 6,1 millions de personnes qui auront plus de 80 ans. Celles-là, elles ne travailleront plus, ça c'est sûr. Juste sur le point de l'évolution des personnes de plus de 80 ans. En 2007, on avait 3 millions de Français et Françaises qui avaient plus de 80 ans. En 2035, 6,1 millions et en 2060, 8,4 millions de la population aura plus de 80 ans pour une population estimée à 76 millions de personnes.
Donc ça fait quand même 8% de la population qui aura 80 ans, et donc il faudra s'en occuper. Alors pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement la montée de l'espérance de vie et l'effet des baby boomers qui vont arriver sur leur période de retraite. Donc là, on va avoir une grosse masse de population qui va arriver donc, à une période de fin d'activité et à une période de retraite. Et donc c'est la suite du baby boom. Je ne vais pas faire un exposé là-dessus. Tout le monde voit, il y avait la guerre, il y a eu beaucoup d'enfants. Ces enfants aujourd'hui arrêtent de travailler et donc maintenant, il va falloir leur trouver des occupations. Dès aujourd'hui, on a donc un quart de la population française qui est âgée de 60 ans et plus, et près d'un tiers des personnes âgées de 65 ans à 79 ans vivent seules. Ça, c'est un autre point qui est important. Aujourd'hui, si on a une crise du logement en France, c'est pour deux raisons. On a une montée donc, de l'espérance de vie. Les personnes qui vivent de plus en plus longtemps vivent de plus en plus seules, parce que le plus souvent, au bout d'un moment, on continue à faire sa route seule parce que le conjoint est décédé. Premier point. Et deuxième point, c'est un enjeu tout différent. On est de plus en plus actif, le monde est de plus en plus rapide, on rencontre de plus en plus de gens et donc on se sépare de plus en plus. Forcément, quand avant on avait forcément une famille qui restait la même pendant 40 ans, on pouvait se permettre d'acheter une maison et de rester dans cette maison toute sa vie. Aujourd'hui, il y a des familles recomposées, ça fait 2 logements au lieu d'un. Donc sur un autre sujet, vous imaginez que d'un point de vue énergétique, c'est complètement une autre donne, parce que là où on chauffait une maison, on en chauffe 2. Pour revenir donc sur nos enjeux de Silver Economy, ça montre qu'il y a beaucoup de logements équipés, parce que forcément, c'est des logements où il y a une seule personne à l'intérieur, donc ça multiplie par autant le nombre de logements équipés. Alors, aujourd'hui en France, l'espérance de vie moyenne à la naissance, elle est de 82 ans. Donc si vous avez un enfant demain, il vivra en moyenne 82 ans. L'espérance de vie actuelle en bonne santé à 65 ans. Alors c'est un concept particulier. On a 65 ans, combien de temps on va encore pouvoir vivre en bonne santé? Si on est un homme, on va vivre 19,3 ans en bonne santé. De 65 à 84,3 ans, non. À 72 ans, on va vivre en bonne santé et donc on aura 7,6 années où on sera un petit peu moins en forme. Si on est une femme, on va vivre jusqu'à 72,8 ans en bonne santé pour un décès moyen à 88,8 ans. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ça fait donc 7,8 années en mauvaise ou en situation un peu plus compliquée. Là-dessus, c'est assez égalitaire. Donc les femmes commencent à être en moins bonne santé plus tard que les hommes. Et donc pour une moyenne de 6,7 années en mauvaise santé pour les hommes et 7,8 années pour les femmes. Le point suivant, c'est sur donc, la répartition de la population française de 60 ans et plus, 80 ans et plus, au vu de la population globale et donc son évolution. Dans les années 60, on avait 17% des Français qui avaient plus de 60 ans. En 2010, 23,5%. En 2060, on aura 32% de la population qui aura 60 ans et plus. C'est un peu un redite, mais c'est pour montrer qu'on a quand même toute une masse de la population qui ne sera pas active. Donc ça pose également un problème sur les retraites, parce qu'il va falloir proposer un revenu à ces gens-là, mais surtout, il va falloir continuer à les occuper, à les héberger, et à leur permettre d'avoir des conditions de vie le plus agréables possible. Alors, l'enjeu principal sur cette population-là, donc le loisir c'est bien, mais c'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir un toit sur la tête. Donc, l'adaptation du logement devient forcément au cœur de la problématique donc, de cette évolution sociétale. Donc on a 30% de la population française plus de 100 ans, donc ça je l'ai déjà dit, un tiers des personnes qui vivent seules, 80% donc des Français, toutes catégories confondues, souhaitent pouvoir passer le plus de temps possible dans leur fin de vie chez eux. C'est-à-dire que plutôt que d'être hospitalisé, on est quand même mieux à la maison. Ça implique que forcément, donc à un moment on ne peut plus rester à la maison, mais plus on reste longtemps dans son logement, meilleure la qualité de vie est, plus longue la durée de vie est, et plus le logement est donc un point fondamental pour ces personnes. Ça fait, si on regarde ça par rapport à la masse de logements qui est en France, à peu près 22 millions de logements, il faut savoir que du coup ça fait quand même à très court terme 2 millions de logements qu'il va falloir équiper. Alors équiper un logement, ça pose 2 questions. Est-ce que le logement il est neuf? Là c'est facile à équiper parce qu'on part sur quelque chose qui est
vide, donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais il y a aussi un parc existant qui est à rénover, et donc là, il y a des problématiques techniques qui vont se poser. Alors, l'autonomie à domicile, c'est désormais une préoccupation qui est importante pour les institutions. Donc, quand Arnaud Montebourg a fait la lettre de mission pour la Silver Economy, il y a quand même 16 ministères qui ont été impliqués. Donc, c'est un truc qui englobe toutes les institutions d'État. Et comme il le dit dans la lettre, d'ailleurs, on vit mieux et plus longtemps chez soi. Alors, l'évolution des dépenses de l'État pour la dépendance. Aujourd'hui, on est à 35 milliards d'euros par an qui sont utilisés pour permettre aux gens de rester chez eux. On sera à 45 milliards d'euros en 2040. Donc, vous voyez que les progressions de l'évolution des dépenses publiques sur ces sujets-là ne sont pas du tout en corrélation avec l'évolution du nombre de personnes dont on va devoir s'occuper. Donc, au cœur de ce projet, l'autonomie à domicile s'impose comme une piste prioritaire parce que clairement, il n'y aura pas de place dans les hôpitaux pour tout le monde. Alors, l'idéal, quand on met un petit peu ces éléments ensemble, c'est de se dire on va faire un bâtiment qui va pouvoir s'adapter au fur et à mesure de la vie de la personne. Donc, on a un bâtiment qui sera adapté quand on a une personne qui est seule. À un moment, il y a un enfant qui arrive, il va falloir que la maison évolue pour permettre à cet enfant d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, il va partir, il va falloir se réadapter. Peut-être qu'il y a une nouvelle famille qui va arriver. Statistiquement, c'est probable. Et enfin, quand la personne va vieillir, il faut que ce même logement puisse continuer à évoluer en même temps que la vie donc, des occupants. Et la seule solution pour que le logement s'adapte, c'est de l'équiper en amont et utiliser les technologies adéquates pour permettre donc, à ce bâtiment d'évoluer. Alors, les enjeux principaux. On est uniquement là sur la problématique, le logement pour accompagner, entre guillemets, la fin de vie. C'est un peu triste, mais bon. Alors, premièrement, il faut prévenir les risques d'accidents domestiques. J'y reviendrai. Il faut faciliter la circulation et l'accès des lieux de vie. Il faut sécuriser les personnes et les biens, y compris à distance, notamment pour les personnes qui sont en milieu rural, par exemple, donc ils n'ont pas forcément de moyens de communication. Si jamais il y a un souci, il faut que quelqu'un puisse venir et intervenir chez eux. Donc il faut pouvoir maintenir le lien social, ça c'est fondamental. À nouveau, hein, plus une personne aura d'interaction sociale, plus elle aura une espérance de vie importante. Et il faut donner l'accès aux informations extérieures. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place à ce sujet, qui permettent d'avoir notamment, on va dire, la télévision. La télévision, c'est vraiment le lien social privilégié pour les personnes qui sont dans le 3e et 4e âge. Et donc, on utilise la télévision comme relais pour maintenir un lien social. Et donc, du coup, le médecin va pouvoir avoir des interactions à la télévision d'un patient pour avoir un petit rappel pour lui dire qu'il faut prendre les pilules. On va également avoir un rappel des rendez-vous du visiteur médical, de l'infirmière, etc. Et donc, il faut faciliter le rôle des aidants, que ce soit les proches ou intervenants médicaux, donc à permettre au logement de communiquer directement avec soit le personnel médical, soit la famille, pour accompagner la personne, même s'il n'y a personne qui est physiquement chez elle. Alors, pour ce faire, il y a différentes choses à faire. Donc, il faut rajouter des fonctions complémentaires. Il faut permettre au logement de devenir évolutif et de s'adapter dans le temps. Et donc, il faut à nouveau créer un parc de logements dédié et pensé pour ce type de problématique. Donc il y a tout un parc existant, 2 millions de logements à rénover, plus 100% des nouveaux logements à construire qui doivent être adaptés à ces enjeux. Il faut savoir que tous les bâtiments neufs depuis 2 ans prennent en compte la loi handicap. La loi handicap, ça consiste à dire un bâtiment tel qu'il est conçu aujourd'hui, 100% des bâtiments qui sont construits, ils doivent permettre à une personne qui est en fauteuil de l'occuper convenablement. C'est pour les personnes en situation de handicap, mais c'est aussi demain pour les personnes qui seront en situation donc, de non-autonomie. Alors, les accidents de la vie courante. 3e cause de mortalité en France. Alors, la première, c'est le tabac, la deuxième, c'est la cigarette, et la troisième, c'est on se casse la gueule dans le logement. 75% des personnes âgées de plus de 65 ans donc c'est la 3e cause de mortalité, et donc les premiers concernés, c'est les personnes de plus de 65 ans, parce que 75% d'entre eux sont les personnes qui font monter cette statistique. Dans cette population, 52% de ces accidents
surviennent à l'intérieur du logement. C'est important parce que l'accident de la vie, ça englobe également, si jamais on est parti à la piscine municipale et qu'on s'est noyé, c'est un accident de la vie. C'est un accident de la vie. Donc 52% surviennent à l'intérieur du logement, et donc c'est la première cause de mortalité là-dedans, c'est la chute. La chute, c'est très significativement, je vous montrerai sur le slide d'après, la raison qui fait le plus nombre de décès dans les logements. Et donc, à savoir qu'un séjour au sol consécutif à une chute qui dure plus d'1 heure multiplie par 5 le risque de décès dans les 6 mois. Donc, il faut se relever vite. 8 000 €, c'est le coût moyen d'une hospitalisation après une chute. Et ça, c'est que l'hospitalisation. Une fracture du col du fémur chez une personne âgée, c'est jamais très bon signe, et ça coûte 70 000 € à l'État directement dès qu'une personne tombe et se casse le col du fémur, entre les coûts directs et indirects, les soins à domicile, etc. Donc quand on met ces 70 000 € par rapport au coût de l'équipement d'un logement, le calcul est vite fait, autant équiper le logement. La personne, elle ne sera pas tombée, elle sera beaucoup plus contente, et le logement, il aura été équipé, il permettra de faire la suite. Je reviens sur la chute. Donc la chute, on voit, donc là j'ai l'ensemble des accidents de la vie courante: chute, suffocation, noyade, feu, intoxication, autres, donc que des réjouissances. Et donc quand on prend la chute, on voit qu'on chute à tout âge. Mais là où on chute le plus souvent, c'est à partir de 65 ans. Donc le total des chutes, des décès liés aux chutes est de 10 000 par an à peu près. On va dire les suffocations 3000, les noyades 566, les feux 429. Ok. Regardez maintenant un peu plus en détail. À partir de 75 ans et plus, sur un total de 10 000 chutes, il y en a 7600 qui sont chez des personnes qui sont de plus de 75 ans. Donc à nouveau, l'équipement d'un logement permet également de prévenir les chutes, mais surtout d'intervenir rapidement à la suite d'une chute. On peut la détecter et avertir les personnes. J'y reviendrai. La chute, elle survient le plus généralement à l'intérieur de la maison. Et j'ai même la statistique qui me permet de savoir dans quelle pièce la chute est la plus fréquente. Et bien c'est la cuisine. On aurait pu penser à la salle de bain, mais non, la salle de bain c'est seulement 4%. Donc 24% des chutes qui entraîneront un décès, c'est dans la cuisine, 4% dans les salles de bain, 9% dans la salle de séjour, 7% dans les chambres. Ensuite, 8% les escaliers, le jardin, la cour, et après, divers. Ok, on voit qu'on tombe partout, donc il faut équiper toutes les pièces. Là, c'est la définition d'un accident de la vie courante, donc j'aurais dû la passer un peu plus en avant, mais bon, c'est pas grave. Donc, un accident de la vie courante, ça comprend les accidents domestiques, donc les fameux 56% qui surviennent à l'intérieur des logements. Également ceux qui sont à l'extérieur, dans les magasins, sur les trottoirs, à proximité des domiciles, lors d'activités scolaires, d'accidents de sport, d'accidents de vacances et de loisirs. Toujours est-il, ça représente 10% des dépenses de santé. Donc 8 millions de feuilles de soins par an pour ces accidents, 56% d'entre eux étant dans le logement, si vous suivez. Et donc dans ces 56%, 75% c'est sur les personnes de plus de 75 ans, de 65 ans. Donc on parle là de 1,5 million de chutes qui peuvent être potentiellement évitées sur un équipement, grâce à l'équipement d'une maison. Voilà, ça fait beaucoup de statistiques, mais derrière c'est surtout des personnes. Donc je vais vous présenter la situation d'une dame qui est dans un appartement qui n'est pas équipé et qui va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour elle de rester dans ce bâtiment. Et vous allez voir qu'elle est dans une situation qui est particulière. Nous arrivions de Suisse, où mon père était en poste. Il a pris une retraite prématurée parce qu'il était fatigué, il y avait eu la guerre, il y avait tout ça. Ce qui l'a séduit, c'est la vue. La maison s'appelait Bel Horizon. Je suis un peu comme le lierre, je m'agrippe où je suis. Non, je tenais à rester. Je ne me voyais pas entreprendre un déménagement, faire quelque chose, recommencer, non. Et puis me retrouver en ville, dans un quartier où je connaissais personne.
Mais je ne pouvais plus monter, descendre pour aller chercher le mazout. Monter des jerrycans de 20 litres de mazout, je ne pouvais plus, mon dos ne le supportait plus. Alors il a fallu changer. Alors on m'a dit le mieux c'est les pompes à chaleur. Voilà, on a fait. C'est la dernière mise en place des améliorations. Voilà l'objet du litige, c'est cette baignoire et le bidet que je ne me sers pas, qu'il faut qu'on enlève et qu'on va mettre, un bac à douche là, fermé. Puis ça, ben, je vais probablement être obligé de le mettre de ce côté ou de faire un autre meuble, quoi. Quand je suis là, ben j'enjambe là, je suis obligée d'enjamber comme ça pour aller dans la baignoire. Alors l'infirmière est là, elle me tient derrière, elle me pousse les jambes, et après quand je suis debout, alors je me mets debout, je me cramponne au robinet là, elle me fait ma douche dans cette partie-là de la baignoire. Après, bon, après il faut que je ressorte, ce qui n'est pas évident. Alors, le problème, c'est que non seulement j'ai la dégénérescence maculaire, mais j'ai la cataracte qui s'est greffée dessus. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, ben là, là, c'est toutes les ordonnances, c'est le reste d'un ancien buffet qu'on avait acheté. Je sais que j'ai le sucre, j'ai des trucs comme ça, voilà, tout est classé. Depuis 46 ans, hein, j'ai eu le temps de... J'ai remis chaque fois les choses à leur place, etc. Alors je sais que là, si je vais ailleurs, ben, il faudra que je réapprenne tout. Donc vous voyez cette dame, elle est sur un logement qui n'est absolument pas inéquipé, parce que prendre un escabeau pour entrer dans une salle de bain, dans une baignoire, c'est pas la meilleure solution qu'on puisse imaginer. Alors aujourd'hui, vous pourrez me dire, oui mais bon, on pourrait le mettre dans un établissement spécialisé, ok, sauf que demain on ne pourra pas, il n'y aura pas la place. Donc il faudra faire quelque chose dans son logement. Alors, pour faire des solutions, pour permettre d'équiper les logements, donc on a des produits, on a des solutions qui existent, qui sont développées par de nombreux industriels. Tout ça, c'est regroupé sous le chapeau qui s'appelle l'autonomie à domicile. Alors, l'autonomie à domicile, pour nous, c'est le fait de proposer des solutions, des produits et ou des services qui permettent à tous de bénéficier d'un cadre de vie confortable, sûr et adapté. Confortable, sûr et adapté. Alors, comment est-ce qu'on le fait, nous? On le fait à travers des produits domotiques. Alors, je vais refaire une passe sur ce qu'est la domotique pour nous. Alors, on part un petit peu des enjeux Silver Economy, on va sur un peu de technique. Alors, la domotique, c'est toutes les technologies de l'information, des télécommunications permettant d'apporter à l'usager, qu'il soit occupant, exploitant ou propriétaire, des services et surtout des services dont il a besoin. C'est pas que j'allume la lumière depuis mon jardin pendant que j'ai mes copains qui sont au barbecue parce que c'est un peu stylé. Non. Ça permet également d'avoir des services qui vont permettre d'améliorer le quotidien. Ces technologies, elles vont influencer et faciliter l'exploitation, impacter la performance énergétique du bâtiment. Je vous expliquais tout à l'heure, quand je parlais des couples divorcés, donc on avait un enjeu énergétique lié au fait qu'on avait de moins en moins de monde dans les logements et de plus en plus de besoins de logement parce qu'il y avait des familles qui étaient de plus en plus réduites. Là, on joue sur les deux tableaux, le confort et l'efficacité énergétique. Alors il y a tout un tas de synonymes, alors, le home automation, l'automatisme du bâtiment, le smart home, la maison connectée, la maison communicante, la maison intelligente, et Wikipédia a réussi à me sortir la maison obéissante. Pourquoi pas? Toujours est-il, ça apporte de nombreux bénéfices: simplicité, efficacité, économie, sécurité, confort, plaisir, modernité, flexibilité. Bref, ça c'est la domotique à la papa. Maintenant, on est sur le bâtiment intelligent. Le concept du bâtiment intelligent ou de la maison intelligente, c'est d'utiliser toutes ces technologies, les combiner avec l'informatique et les télécommunications pour à nouveau apporter les services dont l'usager ou l'exploitant a besoin. Mais surtout, c'est prendre... Avant, il y avait tous ces produits qui existaient sur des fonctions indépendantes. On pouvait allumer une lumière, on pouvait faire varier une lumière, piloter un volet à distance. Là, on va prendre ces fonctions indépendamment, on va les combiner pour trouver une solution par rapport à un besoin. Donc on va un peu plus loin par rapport à ce qu'on faisait avant. Et ces technologies, elles vont impacter la performance énergétique du bâtiment, elles vont améliorer son confort d'usage et améliorer sa facilité d'exploitation. Alors ça regroupe plein de trucs. Le confort et l'efficacité énergétique à travers
le pilotage d'éclairage, le pilotage du chauffage, le pilotage des volets roulants et le pilotage de la ventilation. Un aspect sécuritaire avec des alarmes anti-intrusion, des caméras de surveillance, de la gestion de portail, donc pour de la gestion d'accès, et de la gestion incendie, enfin de la protection incendie. Et après, tout un aspect donc, qui était design multimédia et internet, mais que là, pour ce sujet aujourd'hui, on pourrait étendre vers l'aspect maintien du lien social surtout. Donc c'est des interrupteurs spécifiques et c'est le fait que sa maison soit connectée à un service global qui va pouvoir apporter de nouveaux services à l'usager. Alors il y a des choses qui sont à cheval entre nous, mais ça c'est pas important. Alors maintenant quand on parle à ces personnes âgées et qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez besoin pour améliorer votre quotidien, alors elles nous répondent, moi je veux du confort dans mon logement, okay, je veux avoir une santé qui continue à être au top, j'ai un besoin de mobilité, je ne veux pas rester enfermé chez moi, je veux continuer à pouvoir me déplacer, que ce soit dans le logement ou à l'extérieur du logement. J'ai un besoin de sécurité parce que j'ai plus la vigueur de mes 20 ans et j'entends ce qui se passe à la télévision et j'ai peur. Donc je veux me sentir en sécurité dans mon logement. Je veux maintenir un lien social et de la communication avec mon entourage et je veux être stimulé au quotidien pour prévenir différentes pathologies. Alors nous, face à ça, on peut apporter des solutions techniques. Les solutions techniques, ça va être, par exemple sur le besoin de sécuriser, ça va être la prévention des risques domestiques. Donc là, le risque domestique, c'est, des fois ça peut être tout simple. À partir du 8 mars, vous verrez, vous aurez tous chez vous un détecteur de fumée. Pourquoi? Parce que c'est une solution simple d'améliorer la sécurité dans les bâtiments. C'est une solution. Alors ensuite, il y a le détecteur de monoxyde de carbone, il y a le détecteur de fuite d'eau qui va dire que si jamais on identifie une fuite d'eau dans la cuisine, qui est quand même 24% des chutes ont lieu dans la cuisine, on peut identifier la chute avant qu'elle arrive et donc prévenir pour dire attention, il y a un risque de glissade. Et donc protéger les biens et les personnes à travers, donc, comme j'avais dit, donc, de la sécurité incendie ou de la sécurité relative à intrusion, donc au cambriolage. Donc sur le besoin sécuritaire, on a des solutions. Sur la simplification du quotidien, on peut proposer des solutions de gestion d'éclairage, de gestion de volets et de store, des gestions de chauffage. Donc ça va être par, mettons, la multiplication des points de commande, ça va éviter d'avoir des déplacements trop fréquents de la personne. On peut pouvoir lui proposer par exemple, une télécommande ou un médaillon, ce qui va lui permettre, sans bouger, d'aller modifier son chauffage et modifier son éclairage ou actionner ses volets. Alors ça marche sur la simplification du quotidien et l'amélioration du confort. Ça va dans les deux cas. Alors, garder le contact et maintenir le lien social. Ce qui marche bien, c'est vraiment l'exemple de la télévision, comme je l'ai exprimé un petit peu plus tôt. C'est de se dire vraiment l'interface de la personne âgée quand elle est chez elle avec le monde extérieur, c'est souvent la télévision. Donc on peut lui faire un récap de tout ce qu'elle a besoin de savoir sur sa télévision. On peut lui permettre de piloter sa maison sur sa télévision, d'interagir avec son médecin sur sa télévision, d'avoir une visibilité sur les rendez-vous qu'elle a avec son infirmière sur la télévision, et même ça vous savez, donc d'interagir avec sa famille en faisant un Skype sur la télé. Alors gagner en autonomie, ça va être à travers les automatismes. Une personne qui est en fauteuil aujourd'hui, sur une maison qui est non équipée, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire que il faut passer les pas de porte, ils ne sont pas assez larges, donc là on a des solutions également. On peut avoir des portes qui vont être motorisées, donc à l'approche du fauteuil, la porte va s'ouvrir automatiquement, ce qui va permettre un passage sans avoir des manipulations qui sont importantes, voire, et ça on verra peut-être dans quelques années, mais on a même des dispositifs de déplacement par véhicule électrique à l'intérieur de la maison pour permettre aux personnes qui sont vraiment en situation compliquée de se déplacer mieux et donc de gagner de l'autonomie au sein du logement. Et donc faciliter le rôle des aidants, alors ça c'est un truc qui est assez simple à mettre en place et qui est extrêmement important. Quand on a une personne âgée dans la famille, quand elle est seule, on peut avec des dispositifs qui sont très très simples, donner un médaillon d'alerte. Dès qu'elle va avoir une chute, elle appuie sur un bouton et ça prévient tous les membres de la famille comme quoi il faut venir rapidement voir qu'est-ce qui se passe. Alors ça peut être de façon active à travers un médaillon, mais on a aussi des dispositifs de détection de chute de façon passive. Donc là la personne elle est tombée, elle est inconsciente, on peut identifier la chute, il y a plein de dispositifs qui fonctionnent. Ça va être par des caméras qui vont analyser
Donc, il y a des algorithmes qui tournent pour analyser des situations qui sont considérées comme étant pas normales. Genre une personne, une masse chaude à terre pendant trop longtemps, bah, c'est potentiellement une chute, donc on peut identifier. Des capteurs qui vont donc comparer la position verticale, la position horizontale, et dire si une position horizontale mais qui est trop basse, ben c'est potentiellement une chute. On a tout un tas de systèmes qui vont permettre donc de détecter les chutes et surtout de transmettre cette information après à la famille. Que ce soit pour un petit bobo, pour pratiquement rien, ou pour un cas important, la transmission de façon active ou passive à la famille, c'est un point qui est facile à mettre en place et qui est extrêmement important. Alors là, je vais vous montrer un exemple qui a été réalisé par Aguerre et par le Conseil général du Bas-Rhin à Obernai. Le département du Bas-Rhin compte aujourd'hui 82 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Elles seront 125 000 en 2030. Nos aînés manifestent le désir de continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible. Pour répondre aux enjeux de la dépendance et offrir plus de sécurité et de confort, il faut réinventer de nouveaux lieux de vie. Plus ergonomiques, ces nouveaux espaces profitent des toutes dernières innovations technologiques. Parmi elles, la domotique qui offre de nombreuses solutions. Afin de rendre plus facile la vie de tous les jours, la domotique allège les efforts quotidiens, et cela commence dès le matin. Les chutes concernent chaque année près d'une personne sur deux âgée de plus de 80 ans. Certaines d'entre elles sont notamment dues à un défaut d'éclairage. Une conception adaptée de la salle de bain permet de réduire les efforts de la toilette. La douche est sans rebord afin de limiter les risques d'accident. Le lavabo facilite l'accès pour un fauteuil. Lorsque malgré ces aménagements, une chute ou une perte de connaissance surviennent, des capteurs de présence situés dans la salle de bain informent automatiquement l'ordinateur de la maison lorsqu'il détecte une absence de mouvement. Un signal visuel et sonore se déclenche alors, prévenant les occupants éventuels du logement. Si la personne est seule chez elle, l'ordinateur contacte aussitôt un référent extérieur, déterminé à l'avance, ou les secours de première urgence, si cette personne ne répond pas. Dans les toilettes, l'utilisateur peut appuyer sur un bouton d'appel d'urgence et déclencher ainsi le même scénario. Ces capteurs et commandes peuvent être installés dans toutes les pièces de la maison et sont paramétrables selon les besoins et les risques potentiels de chaque utilisateur. La mesure d'activité grâce à des capteurs domotiques s'appelle l'actimétrie. Les relevés effectués par les capteurs, précisant par exemple le temps passé sous la douche, dans la cuisine ou dans le lit, permettent de détecter des situations anormales. Des informations ou alertes automatiques peuvent être transmises à l'entourage familial ou médical. La domotique et l'adaptation de ces nouveaux espaces de vie n'est pas réservée qu'aux maisons neuves. Le logement collectif est également concerné, comme dans cet appartement entièrement rénové. Les volumes ont été retravaillés de manière à rendre le logement plus spacieux et fonctionnel. Les passages de portes ont été élargis, les seuils supprimés, les portes standards ont été remplacées par des portes coulissantes. Dans cet appartement, la domotique offre de nombreux avantages dans la surveillance et la gestion à distance du logement. Qu'il s'agisse de la gestion du chauffage ou d'une fuite sur une canalisation, les capteurs font remonter aussitôt l'information à l'ordinateur, puis, si nécessaire, aux personnes extérieures concernées, comme le bailleur social de l'immeuble. Grâce à sa gestion centralisée et informatisée, la domotique peut aussi combiner en un seul geste plusieurs fonctions, en particulier lorsque le résident quitte son logement. En cas de tentative d'intrusion, la maison intelligente ne se laisse pas faire. Le programme dédié se met en route. Toutes les lumières s'allument, il est impossible de refermer les volets et une alerte SMS est envoyée aux résidents. Lorsque le SMS a été validé, l'alarme se coupe et tous les volets se ferment en attendant une intervention de la police. La technologie actuelle
couplé à une conception de l'espace adaptée à la perte d'autonomie, permet d'offrir un nouveau cadre de vie au service d'une vie quotidienne à domicile, facilitée et sécurisée. Donc là, vous voyez qu'entre cette maison-là et la maison de la petite dame qui était à Marseille, il y a un monde, quoi. Et donc ce type de réalisation, du moment que c'est conçu, enfin c'est en tout cas pris en compte à la conception du logement, c'est un surcoût qui est marginal. Dans le sens où l'équipement du logement, quand c'est prévu au début, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué à mettre en œuvre, qui peut valoriser le logement et qui surtout va permettre au logement d'évoluer en même temps que la vie des occupants. Alors là, je vais faire juste un focus sur des solutions techniques qu'on peut apporter par rapport à des déficiences particulières. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire même sur des logements qui sont existants. Donc chez vos grands-parents, s'ils ont une maison, vous pouvez, si vous avez identifié une des déficiences qu'ils pourraient avoir un jour ou l'autre, et bien vous aurez les propositions de produits qui peuvent se mettre en face. Alors sur les déficiences visuelles, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Premièrement, on peut, sur une personne qui a une très faible vue, remplacer tout ce qui est signal de problème, non pas par un retour d'état visuel, mais par un retour d'état auditif. Ça paraît logique. Donc pour signaler des coupures de réseau électrique, de gaz, de chauffage, de ventilation, un congèle qui tombe en panne, il suffit de mettre une alarme qui a une sonnerie à la place d'avoir une grosse lumière rouge. Au niveau des éclairages, ce qu'on peut faire, c'est disposer un interrupteur à l'entrée de chaque pièce pour éteindre les points lumineux de la pièce, mais surtout utiliser des interrupteurs qui sont avec des couleurs particulières. C'est-à-dire qu'on peut se dire, j'ai quelque chose qui est vert pour allumer, qui est rouge pour éteindre, ils sont bien différenciés, j'ai pas besoin d'aller vraiment chercher la bonne touche sur le produit. Donc le code couleur, et surtout on peut travailler, donc pour les personnes qui sont vraiment en situation complexe, il l'a vu, travailler sur les contrastes. Donc on va avoir un centre qui a une couleur particulière, un tour de l'interrupteur qui a une autre couleur. On va avoir un contraste qui est fort, qui va permettre, même si on a une mauvaise vue, d'avoir vraiment l'identification rapide de l'endroit où se trouve l'interrupteur. On peut avoir des interrupteurs qui vont faire de la lumière. On va dire la nuit, on va avoir la possibilité d'avoir l'interrupteur qui s'allume pour aller le chercher et appuyer dessus. Alors sur un autre problème, on va dire sur les déficiences auditives, donc strictement l'inverse, on remplace les alarmes audio par des retours d'état visuels, donc ça va être la maison, comme vous l'avez vu dans la maison Adora à Obernai, donc la maison qui va clignoter entièrement pour, mettons, prévenir qu'il y a une personne qui a sonné dans la sonnette, au lieu d'avoir et ben on a le tout. Je suis fort en onomatopée, ça va. Donc le clignotement des circuits, ça c'est également assez facile à mettre en œuvre. On peut le faire, mettons, sur une lampe de chevet ou une lampe qui est dans le salon. Et ben, il suffit de mettre un petit produit qui va s'interfacer. Alors sur les différences cognitives, donc c'est un peu la même logique, c'est de se dire une personne qui a Alzheimer par exemple, plutôt que de lui rappeler, qu'elle se rappelle elle qu'elle doit aller éteindre le gaz, aller couper l'eau sous la... le chauffage sous l'eau quand couper la plaque sous les pattes et quand elle est en train de faire autre chose, et ben on peut avoir une alarme qui va permettre de couper automatiquement. Donc des commandes d'extinction générale. Donc là, c'est-à-dire quand on sort de la maison, et ben on appuie sur un seul bouton, on sait que toute la maison est complètement éteinte. Donc, après, c'est des astuces, il faut préférer les commandes monostables aux commandes bistables. Donc c'est de se dire, plutôt qu'avoir un bouton qui va faire au bas, on sépare à nouveau les deux boutons, on met vraiment un cadre vert d'un côté, un cadre rouge de l'autre. Donc là, c'est une logique qui est un petit peu similaire. Donc il y a pas mal d'astuces comme ça à connaître qui permettent de faciliter la vie. Et enfin, donc, sur les déficiences motrices, donc là, il faut sécuriser les déplacements nocturnes. Ça veut dire qu'une majorité des chutes, elles interviennent parce qu'on voit mal. Donc on va marcher sur quelque chose et on va tomber. Donc là, on peut faire de la détection. Donc, quand les personnes se lèvent la nuit pour aller aux toilettes, par exemple, on va avoir un éclairage de sécurité qui va se mettre en place pour permettre effectivement d'avoir un balisage vers les toilettes et éviter les chutes. Donc il faut à nouveau automatiser les tâches répétitives ou qui peuvent présenter un risque. Donc là, c'est de se dire, ok, on prend une télécommande.
parce que quand je me déplace, je suis toujours en situation de risque parce que je ne suis pas stable. Donc plutôt qu'aller allumer toutes les lumières, éteindre toutes les lumières, prendre les volets, et ben là on appuie sur un simple bouton près du lit ou près de la télécommande, on a fait un seul déplacement au lieu d'en faire 15. Donc ça permet de limiter le risque. Multiplier les points de commande logique, on met des interrupteurs partout ou on met des commandes radio. Et donc sur l'éclairage, donc c'est vraiment se dire on va avoir l'installation qui va faire donc, une commande générale près du lit, là c'est un peu du redite, et surtout, mais ça c'est valable après sur l'intégralité des déficiences qu'on peut avoir quand on est sur du maintien à domicile, c'est d'installer un système qui va permettre à un tiers d'avoir un appel quand il y a une alerte de façon active. Moi chez ma grand-mère, il y a un seul truc qui est installé, c'est ça, c'est un médaillon, et du coup quand ça appelle les enfants, ça appelle ma maman, et donc du coup ça permet d'avoir un retour rapide. À nouveau, c'est la même statistique que celle du début, hein, c'est-à-dire quand on a passé plus d'une heure par terre, on a 5 fois plus de chances d'avoir un décès dans les 6 mois, donc c'est une intervention qui doit être très rapide, donc il faut pouvoir agir rapidement, sinon les personnes elles restent très régulièrement 2, 3, 4, 5 heures par terre avant que quelqu'un vienne et les retrouve là, quoi. Voilà. Donc ça, toutes ces solutions, c'est des choses qui peuvent s'équiper sur des logements existants, qui peuvent s'équiper également sur des logements neufs. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il y a énormément de logements qu'il va falloir équiper. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. À nouveau, il n'y aura pas la place dans les bâtiments spécialisés, il n'y aura pas la place dans les hôpitaux. Donc il faut que les logements s'adaptent en conséquence. Il y a des investissements de l'État qui vont un petit peu monter, mais pas aussi vite que les besoins. Donc il va falloir que des organismes privés puissent commencer à proposer des solutions à un coût modique. On dit l'équipement d'un logement pour une personne qui est en situation de faible dépendance aujourd'hui, on peut s'en sortir pour un tarif de 2 000 € pour un logement, sachant que l'État va aider à hauteur de 1 000 €. Donc ce qui se passe très régulièrement, c'est que ça fait office d'un cadeau de Noël. C'est-à-dire qu'on se dit, la famille se réunit pour Noël de la grand-mère, et ben hop, on lui met les quelques dispositifs, la télécommande, la centralisation, et ça lui permet d'avoir une qualité de vie qui est bien supérieure. Donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur l'aspect sociétal et l'aspect produit qui allait avec. Maintenant, si vous avez des questions, je suis tout à fait preneur pour échanger avec vous. Ouais, si moi j'en ai plein. Plein de questions, Ouais, super. Non, c'est bon. Le premier, c'est donc cette domotique, elle peut donc soit on contacte les gens de la famille et tout ça, mais des fois c'est les systèmes extérieurs qui sont mis en place. C'est d'autres centrales qui reçoivent des appels. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance du coup qui pourrait se créer parce qu'on confie notre vie entre guillemets à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Alors, ce qui se passe généralement, c'est le système de télésurveillance et ou téléassistance. Donc, l'immense majorité des contrats qui sont donc de télésurveillance, c'est quand même à des vocations de sécurité. Donc, c'est 95% de ce qui existe, on est raccordé quand il y a une intrusion. Et donc là, il y a le central qui appelle, qui demande un code à la personne qui est à l'intérieur, etc. Donc, les 5% qui restent, c'est un tout petit marché, ça commence à peine. Et c'est un petit marché justement à cause du point que vous évoquez, c'est qu'une personne âgée, quand en plus elle est en situation de détresse, elle n'a pas envie d'avoir une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne sait pas où elle est, qui va intervenir pour essayer de l'aider. Donc ce qui se passe, plutôt que d'avoir la certitude d'avoir quelqu'un au bout du fil immédiatement, c'est qu'on va avoir la multiplicité des contacts. Donc plutôt que d'appeler une personne, on va en appeler 10. Dans la minute, il y a 10 personnes qui seront contactées, il y a une personne qui va dire « Ok, je prends ». Et donc du coup, ça va peut-être prendre les autres, et là, c'est cette personne-là qui intervient. Donc le problème de confiance chez la personne âgée, c'est clair qu'aujourd'hui, je vois mal une sorte de gros marché de la téléassistance suite à des chutes ou des choses comme ça se développer. En revanche, il y a des choses qui se mettent en place, mais ce n'est pas dans des situations difficiles, c'est plutôt de l'assistance au quotidien. Il y a notamment la Poste qui est active là-dessus. Aujourd'hui, le postier, il fait du courrier. Demain, en zone rurale, le postier, il va faire plein de choses en plus pour ces personnes-là. Il va pouvoir lui faire une partie des courses, pour vendre un petit peu de service, discuter. Enfin, ça fait partie de la mission de service public de la Poste, mais ça, aujourd'hui, c'est de le valoriser à travers des services domotiques. Donc, ils ont fait un appel d'offres il y a 2 ans. Donc, on va voir, c'est quelque chose qui va normalement arriver en 2016 sur le marché, donc voir ce que ça va donner. Mais sur le point de la confiance, vraiment,
Mis à part le postier, je pense que ça restera dans le cercle familial et amical. Oui. Vous avez dit précédemment, il y a quelques minutes, que pour une maison, pour une personne qui est peu dépendante, le montant pouvait varier à peu près 2 000 € et l'État fournissait une aide. Ouais. Mais comment ça se passe pour des seniors qui sont vraiment en état de dépendance très très important? Est-ce que l'État finance un peu plus? Est-ce qu'il y a des aides comme ça qui pourraient les aider à organiser Il y a un ajustement qui existe, donc c'est-à-dire qu'il y a une aide qui est standard, et après c'est la sécurité sociale et la mutuelle qui prend potentiellement en charge la différence pour l'équipement du logement. En fait, eux, ils ont un calcul de rentabilité qui est assez simple. Ils se disent, ok, une hospitalisation c'est X milliers d'euros la journée, l'équipement d'un logement c'est X milliers d'euros une fois, et donc en fonction de la situation de la personne. Donc, ok, le cheminement intellectuel, il n'est pas encore tout à fait arrivé au bout chez eux, mais il y a une démarche. Donc, ils vont forcément arriver à ce calcul de rentabilité à un moment. À un moment, c'est bête et méchant, quoi. Ça coûte combien? Et donc, ça coûtera moins cher d'équiper un logement, donc ils vont y venir. Mais aujourd'hui, une personne qui est en situation de handicap, le chemin le plus simple, c'est encore de l'amener à l'hôpital. Et c'est le réflexe du patricien, si jamais il est de l'ancienne génération. Un jeune, en revanche, un jeune médecin, il va essayer souvent de faire de l'ajustement et de proposer des solutions comme ça. Mais le réflexe, c'est encore trop souvent parce qu'il y a encore de la place, parce que ça ne coûte pas encore trop cher, parce qu'on a un trou de la sécu, mais il reste supportable. Demain, il ne le sera plus, donc il y aura des décisions qui vont être prises dans ce sens. Oui. Moi, j'avais une question au niveau de l'accessibilité à ces technologies pour les personnes âgées, justement. Parce qu'elles ne sont pas forcément... elles n'ont pas vécu avec, elles connaissent souvent pas comment marchent ces technologies. Et est-ce qu'elles seront capables de les utiliser vraiment Ouais. Là, il y a 2 points. Il y a la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit la maison qui est faite à Aubernais, la personne âgée, tout ce qu'elle a à savoir, c'est qu'elle a des boutons comme d'habitude, et il y en a un qu'il faut appuyer quand elle va se coucher. Et le reste tourne tout seul. Et là, le médaillon en plus au cas où, mais ça, c'est quelque chose qu'ils arrivent sans problème à appréhender. Donc sur la façon dont c'est fait aujourd'hui, le niveau de service qu'on a aujourd'hui, ça va. Il n'y a pas trop de problème pour qu'elles intègrent ça. Après, il y a une étape intermédiaire qui est donc cette couche de lien social. J'expliquais un petit peu le lien avec la télévision comme relais pour la domotique et pour le maintien du lien social. Ça ne marche pas avec tout le monde, clairement. Une personne qui a 85 ans plus, on ne va pas lui dire elle a 4 boutons sur la télécommande et plus, moins, en volume et en chaîne, et c'est tout. Donc s'il y a un truc à faire en plus, ça va être compliqué. En revanche, le vrai enjeu, c'est aussi sur demain. J'expliquais, il y a 2 milliards de personnes, et ces 2 milliards de personnes-là, c'est vous et moi. Dans le sens où en 2050, on aura 65 ans pour vous, 70 pour moi, et un peu plus pour monsieur. Un tout petit peu plus. Même pas, bon comme moi alors. Et du coup, nous, quand on aura cet âge-là, on n'aura aucun souci à utiliser ces technologies. Sur à cet horizon-là, on se dit, a priori, il n'y a pas de problème. Du coup, moi, ça me pose la question de la cible, en fait, de cette maison connectée. C'est-à-dire que là, on a vu dans votre vidéo, par exemple, la vieille dame. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore votre cible, cette personne-là, qui en aurait pourtant besoin au niveau de la maison connectée? Ouais. Est-ce que ça ne doit pas plutôt être... Enfin, quelle est votre cible précise maintenant pour vendre ces maisons connectées? Alors, sur ce sujet-là, aujourd'hui, d'un point de vue marketing, c'est le bailleur social. Très clairement, donc c'est l'innovation dans les bâtiments, ça vient très souvent plutôt du côté bailleur social. Ils sont sensibilisés et en plus, ça a l'avantage d'être le même personne, entre guillemets, l'État, qui paye si jamais c'est à l'hôpital et si jamais c'est la maison. Donc lui, il a les deux côtés, donc, du portefeuille. Donc très clairement, aujourd'hui, c'est même pas une cible, c'est un travail limite conjoint. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait sensibilisés à ça et ils attendent des industriels des solutions qui sont adaptées dans les niveaux de prix qui sont acceptables. Donc là, aujourd'hui, il y a clairement toute la filière qui se dépatouille pour arriver à trouver des solutions qui soient économiquement viables et performantes. En se disant que demain, c'est probable que ce soit normalisé. C'est-à-dire que
une maison neuve qui sera construite devra avoir tel niveau d'équipement. Je vous ai déjà donné un petit peu l'exemple par rapport au handicap. Ce sera sûrement un petit peu décliné pour les enjeux de maintien à domicile. Donc, clairement, vous ne visez pas le grand public, c'est plutôt les entreprises, construction, bâtiment et tout ça, à qui vous allez fournir la solution et qui l'intégreront, par exemple les architectes, l'intégreront directement dans la construction d'une maison ou d'un bâtiment. Alors ensuite, le grand public, on le vise à des fins plutôt de rénovation. Donc là, nous, notre relais sur ces sujets-là, c'est l'artisan électricien qui, lorsqu'il vient pour changer un tableau pour une mise aux normes, eh ben, il peut identifier une situation où il pourrait avoir des produits qui seraient adaptés. Et donc nous, notre travail, c'est d'utiliser l'artisan électricien comme levier pour proposer ces solutions-là. C'est-à-dire que, bon, après, l'artisan électricien, c'est pas une personne qui a, d'une façon générale, il y en a qui sont très forts, mais qui va pas avoir une logique de vente ajoutée, de vente à valeur ajoutée. Donc quand il vient généralement pour un tableau, il va plutôt faire le tableau. Donc là, il y a un travail de pédagogie entre guillemets commercial et d'apport de service à faire auprès de cette population-là pour leur dire, ouais, mais vous avez un savoir-faire, vous avez des compétences qui va vous permettre du coup d'améliorer la vie de vos clients. Et on va passer donc de 11 milliards d'objets connectés à 40, j'ai noté, 40 milliards. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme évolution? Vous en avez montré là qui existe déjà, mais qu'est-ce qui va encore évoluer comme objet connecté demain pour sécuriser ces maisons et qui va impacter la cyberéconomie? Alors ça va être absolument tout. Chaque constructeur demain va vouloir, il le veut déjà, donc tout le monde y travaille, connecter ses objets. Un fabricant de moquettes demain, il va avoir des capteurs dans sa moquette pour identifier, mettons, la présence de composés organiques volatiles ou la simple présence qui est une masse qui soit identifiée, que ce soit pas normal. Donc les fabricants de moquettes demain connecteront leurs moquettes. Ça peut être les fabricants de peinture, ça peut être absolument tout objet demain pourra être connecté. Donc après, il faut trouver les usages qui vont avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des choses un peu traditionnelles, on est sur l'éclairage, on est sur les produits qui étaient déjà raccordés électriquement. Il y a tout un tas de nouveaux objets qui n'étaient pas dans ce monde de l'électricité et ni dans le monde du numérique, qui vont devenir numériques et qui vont devoir du coup s'interfacer, interopérer pour arriver à faire un service, que ce soit pour du confort, de la domotique, on va dire un petit peu statutaire ou fun, ou des choses d'autonomie à domicile ou d'efficacité énergétique. Donc là, on peut imaginer que absolument chaque objet peut être conceptualisé comme étant connecté. Ça peut être les vêtements, ça peut être absolument tout. Même le chien. Eh bien, Monsieur Gwenaël Leroutier, merci de votre intervention sur les enjeux de la maison connectée pour la cyberéconomie. Donc, je voulais remercier toute notre équipe, donc Thomas Pauvret, Laurent Thomas, Cédric Rush, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Et je voudrais aussi un grand merci à Monsieur Jonathan Bitton, notre professeur, qui nous a soutenus pendant tout ce cours sur la webconférence. Et je voudrais remercier notre public ici présent. Vous pouvez vous applaudir.